Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort, éditrice indépendante et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Laure Bouvet et on est accueillis au Quai de la Photo, donc c'est un lieu hybride dédié à la photo proche de BNF. Merci à eux. Laure, tu es acheteuse d'art et tu as travaillé pour les agences Fred et Farid et La Chose, et tu as créé la structure Well Done John en 2018 pour accompagner le développement artistique et professionnel des photographes. Pour commencer notre entretien, est-ce que tu pourrais présenter l'environnement dans lequel tu as grandi ? Est-ce qu'autour de toi, il y avait des personnes qui étaient intéressées par l'art, la culture ? Bonjour Marine, et merci de m'accueillir dans les Voix de la Photo. Alors j'ai grandi dans un milieu qui était assez éloigné du milieu de la photo, mais quand même une vraie sensibilité au beau et à l'art en général. Et dans ma vie, l'art était très présent parce que j'étais dans une école spécialisée musique. Dans quelle ville ? À Lyon, avec des horaires aménagés. Et donc la musique était vraiment... je passais beaucoup de temps à faire du solfège, à jouer de mon instrument, à aller à la chorale, à l'orchestre. Ça faisait vraiment partie de ma vie jusqu'à l'âge de 18 ans. Et quel instrument, pardon ? La clarinette. D'abord le violoncelle et puis ensuite la clarinette. Mais un milieu quand même très éloigné du milieu de la photo. Avec des parents avec un profil très universitaire, très classique. Mais quand même, avec un père qui est devenu écrivain et donc une vraie sensibilité à l'art d'une manière générale dans la famille. Et quelle formation du coup ? Parce qu'à 18 ans, tu aurais pu être musicienne professionnelle ou en tout cas continuer dans cette lancée. Quelle est la formation que tu as fait après ton bac ? J'étais très attirée par les images, déjà à ce moment-là. Je ne savais pas du tout que je voulais en faire une profession, mais déjà les images étaient très présentes dans ma vie, ce qui avait le don de surprendre mes parents, parce que je passais beaucoup de temps à collectionner les images, et y compris les images publicitaires. Mais j'ai jamais envisagé de devenir musicienne professionnelle. Je pensais, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais la seule chose que je savais, c'est que je voulais que ma vocation soit guidée par la passion. Et je me suis inscrite en classe préparatoire littéraire dans le dos de mes parents. Et j'ai fait Hippocagne-Cagne, toujours guidée par cette passion, la passion de la littérature. Et ensuite, je savais pas... Et pourquoi dans le dos des parents ? Parce qu'avec un père écrivain, normalement, ça doit je crois être... qu'ils auraient, à ce moment-là, préféré pour moi des études plus avec un métier assuré à la clé. Et voilà, mais finalement, ça leur convenait très bien une fois que j'étais inscrite. Et ensuite, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire. Et j'ai étudié la littérature, la civilisation anglo-saxonne. Et puis, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis pendant 1 an à l'université de Georgetown pour étudier. Et là, j'avais accès à des cours fantastiques. J'étais toujours guidée par cette passion, mais je ne savais toujours pas ce que je voulais faire comme métier. Et c'est en revenant des États-Unis que j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a proposé, en fait, de découvrir le monde de la publicité auquel j'avais jamais pensé, et qui m'a parlé du métier d'acheteuse d'art. Et en fait, il m'a dit qu'une de ses amies qui était dans l'agence avec lui recherchait une stagiaire pour l'été. Et j'ai décidé de me laisser tenter, alors que c'était vraiment à 1000 lieues de tout ce que j'avais imaginé. Et j'ai fait ça tout l'été. J'ai eu un vrai coup de foudre pour ce travail, pour cet univers, et j'ai décidé de continuer. Et ça a consisté à quoi ce premier stage ? Alors en fait, pour être plus précise, c'était plutôt un stage côté film, parce que l'achat d'art est plutôt côté print. J'étais en stage TV Prod, et ça consistait à assister la TV Prod dans la recherche de réalisateurs, mais aussi dans toute la production. En tout cas, coordonner la production avec une maison de production, et puis apprendre vraiment tout le métier de l'image, même si à ce moment-là, c'était plutôt 24 images par seconde. Et là, c'était chez Fred et Farid ? Et là, non, c'était dans une agence qui s'appelle Young & Rubicam.
Et voilà, c'était passionnant. Je suis restée 6 mois et finalement, j'ai décidé de changer d'agence. J'ai candidaté chez Fred et Farid et c'est là que j'ai commencé mon aventure chez eux. Et c'est chez Fred et Farid que je suis passée de la TV Prod à l'achat d'art. Comme je disais, j'étais très attirée par la photographie et il y a eu une possibilité à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier d'achat d'art. Alors, le métier d'achat d'art est beaucoup moins technique, beaucoup moins sur la technique que le métier de TV Prod et ça me convenait bien aussi. Et c'était vraiment à la fois la recherche d'artistes. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le métier d'achat d'art. Je pense que c'est bien de réexpliquer, effectivement. Mais c'est peut-être pas mal de réexpliquer. Donc, contrairement à ce qu'on pense souvent, on n'achète pas des œuvres d'art. Dommage. Mais des prestations photographiques. Et j'aime ce côté, ces deux mots qui sont en apparence très antinomiques, achat et art. Et ça résume assez bien ce métier qui est à la fois très proche des artistes, parce qu'on passe beaucoup de temps à assurer une veille artistique pour l'agence, à rechercher des artistes. Principalement des photographes, mais ça peut être aussi des illustrateurs, ça peut être aussi tous les talents qui accompagnent les photographes pendant le shoot. Donc stylistes, mais aussi coiffeurs, maquilleurs, mais aussi voilà tout chef déco, ça peut être vraiment très varié. Et puis en même temps ce côté très concret où on travaille dans un budget donné, dans un temps donné, et on est vraiment le chef d'orchestre d'un projet. On coordonne toutes les équipes. Et donc, ça nécessite beaucoup de cadres, de structures. Et j'aime cette dichotomie. Et de façon concrète, c'est une marque, une structure qui va parler d'une campagne ou d'un projet et l'acheteuse d'art ou l'acheteur d'art va construire cette équipe pour ce projet, c'est ça? Enfin, je sais Alors, pas d'une façon très concrète, je sais pas si j'explique très bien. Je trouve que c'est important déjà de comprendre le fonctionnement d'une agence de publicité avant de comprendre le métier d'acheteur d'art. Dans une agence de publicité, il y a d'un côté le pôle commercial et avec les planeurs stratégiques, ils sont en contact direct avec le client et ils vont vraiment essayer de comprendre les besoins du client avant de définir une stratégie de communication. Et une fois qu'ils ont défini cette stratégie, ils vont voir le pôle créatif qui est souvent constitué de binômes. Les créas travaillent la plupart du temps en binôme. Binômes qui sont un concepteur-rédacteur et un directeur artistique. Le concepteur-rédacteur qui va plus être en charge des mots et le directeur artistique qui va plus être en charge de l'image de la campagne. Mais à deux, ils conçoivent une campagne. Et une fois que cette campagne a été vendue par les commerciaux aux clients, c'est à ce moment-là que le troisième pôle intervient, qui est le pôle production, dans lequel on retrouve à la fois les TV Prod, qui sont en charge du film, et les acheteurs d'art, qui sont en charge de la photographie, et même du print en général, de tout ce qui est image fixe. Mais voilà. Et on part avec deux éléments, qui sont une maquette qui est de plus en plus précise aujourd'hui, notamment grâce aux banques d'images et puis aujourd'hui l'IA. Donc on part avec un cahier des charges bien défini. Et le deuxième élément, c'est un budget et évidemment aussi un planning. Et avec tous ces éléments, on va essayer de définir déjà dans un premier temps où on va faire la campagne, où on va faire la prise de vue. Et puis aussi, on va tout de suite penser à un photographe. Donc, une grande partie du métier consiste à rechercher des photographes. Et pendant un temps, ça s'arrêtait là. Et puis, de plus en plus, l'acheteur d'art est aussi en charge de la production des images, c'est-à-dire vraiment comment concrètement transformer une idée en image dans ce budget. Voilà, à peu près, je ne sais pas si c'est bien résumé. Si, je pense que ça devient très très clair. Et du coup, Fred et Farid, tu es resté combien de temps et aussi l'autre agence, La Chose, peut-être nous parler de ces deux expériences et en quoi elles ont pu être différentes, intéressantes et qui t'ont aussi beaucoup formé sur ce que tu fais aujourd'hui. Alors, chez Fred et Farid, c'était une jeune agence au moment où je suis rentrée, très dynamique. C'était une agence dure à bien des aspects, mais c'était une très bonne école et surtout une agence très créative.
Donc c'est une agence qui m'a vraiment fait aimer le métier et je suis restée 3 ans. J'ai appris beaucoup de choses. Et ensuite. Et les clients, c'était qui par exemple? Alors sont des très grosses boîtes ou c'est? Oui, les plus gros clients à ce moment-là, c'était Orangina Schweppes, toutes les campagnes Orangina, oui. Qui ont obtenu beaucoup de prix à l'époque. Il y a eu aussi Wrangler pour les jeans. On travaillait aussi pour Audi. C'était vraiment des grosses campagnes internationales. Et voilà, j'en passe. Des Montblanc, Diesel. Et voilà, c'était quand même assez varié. Et ce qui était intéressant justement, et ce qui est formidable dans ce métier, c'est que les clients peuvent être très variés. Il y a une grande variété, une grande diversité de clients. Et c'est ça qui est passionnant. On passe du luxe à des choses très concrètes du quotidien. Et en fait, on se rend compte aussi que la créativité n'a pas grand-chose à voir avec la typologie de clients. Et même avec le budget, il peut y avoir des campagnes à tout petit budget, mais qui sont très créatives. Et ce sont bien souvent celles qui remportent les plus grands prix. Et passé cette expérience chez Fred et Farid de 3 ans, j'ai eu la chance de devenir responsable de l'achat d'art à l'agence La Chose. Là, ça a été aussi passionnant, où je suis restée 7 ou 8 ans. Et il s'agissait de créer un département achat d'art, parce que ça n'existait pas à ce moment-là dans cette agence, et aussi de créer la maison de production print. Parce qu'à côté de mon activité d'achat d'art, en plus de mon activité d'achat d'art, j'étais responsable de la production de toutes les campagnes print de l'agence. Et c'était passionnant aussi. C'était à peu près le même type de client, avec des campagnes internationales aussi. Et en termes de volume d'équipe à Fred et Farid et La Chose, on est sur des très grosses agences, ou on est sur des agences de, je sais pas, 50 personnes ou 100 personnes? C'était à peu près le même format d'agence à ce moment-là. C'était entre 50 et 100 personnes. Ça a pas mal évolué pendant le temps où je suis restée. Et puis, petit à petit, une équipe a commencé à travailler pour l'achat d'art. Donc, c'était passionnant aussi de pouvoir manager cette équipe. Et j'ai appris beaucoup de choses dans cette agence. Tout était à construire, et donc c'était très libre. Avec des créatifs qui étaient souvent juniors et qui faisaient beaucoup confiance à l'achat d'art, notamment pour la recherche des talents. Et c'est à ce moment-là, quand j'étais à La Chose, à force de rencontrer des photographes, presque quotidiennement, parce qu'on est vraiment tout le temps en contact avec des photographes, que ce soit dans la phase de prospection, c'est plutôt les photographes qui prospectent d'ailleurs, mais aussi dans la phase de shoot, on passe vraiment toutes nos journées avec les photographes. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait la réflexion que nombre d'entre eux me semblaient souvent un peu perdus. C'est un travail qui est très solitaire. Et quand ils venaient me voir, j'avais trop souvent l'impression qu'ils pouvaient avoir un travail formidable, mais que la plupart du temps, ils ne me montraient pas la bonne sélection d'images, pas de la bonne manière. Et quand je les interrogeais pour une campagne, leur devis paraissait peu professionnel, et je trouvais que tout ça leur nuisait énormément. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit que pour un photographe, c'était difficile d'avoir des conseils professionnels. Alors, il existe évidemment beaucoup d'agents de photographes, mais qui ne représentent finalement qu'une toute petite minorité de photographes. L'immense majorité n'a pas cette possibilité d'avoir accès à des conseils professionnels. Et c'est là que j'ai décidé de quitter mon agence et de créer Well Done John. Alors c'était avant tout pour devenir acheteuse d'art en indépendante. Et puis l'idée, c'était que l'accompagnement pour les photographes soit annexe. Et en fait, au fur et à mesure, donc ça c'était en 2018, ça fait déjà 6 ans, au fur et à mesure, l'accompagnement pour les photographes a pris de plus en plus de place. Et je continue à faire de l'achat d'art, mais en revanche, je fais plus de production. Je continue à faire de l'achat d'art en direct pour certaines marques, mais le plus gros de mon activité aujourd'hui, c'est l'accompagnement pour les photographes. Et comment tu as commencé cet accompagnement pour les photographes? Parce que j'imagine que tu avais déjà ton réseau de photographes. Comment se sont passés les débuts? Est-ce que tu as testé des formats? Et puis comment ça a évolué maintenant?
Alors oui, j'ai testé beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est le principe même de l'entrepreneuriat, c'est de tester et d'apprendre. Et j'aime bien cette idée. Mais au début, c'était vraiment un accompagnement individuel, uniquement du mentorat et pas tellement auprès de mon réseau. C'était plutôt auprès de photographes que je ne connaissais pas et il s'agissait de faire connaître cette activité principalement via les réseaux sociaux. Au début, ça a beaucoup surpris, je pense, parce que c'était quelque chose qui n'existait pas en France. Et t'avais pas de modèle? Non, j'avais pas de modèle. Et c'est vraiment parti d'un pari. Je me suis dit qu'il y avait un besoin et surtout que ça me passionnait. J'avais envie de le faire, j'avais envie d'accompagner les photographes. Et chose que j'avais peu le temps de faire dans mon activité précédente. Et donc, ce mentorat, petit à petit, s'est fait connaître. Ça a rencontré un bel écho chez les photographes. Et puis, c'est à ce moment-là que l'école des Gobelins a commencé à me demander d'intervenir parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un manque aussi de ce côté-là. Les photographes dans cette école sont très bien formés, mais souvent il y avait ce ressenti après le diplôme d'être un peu laissé à l'abandon et de pas vraiment avoir des conseils concrets, professionnels pour savoir quoi faire de ce diplôme. Et j'ai commencé à donner des formations collectives. Et j'ai tout de suite pris goût à ce format collectif. Au Gobelin, du coup. Au Gobelin. Ouais. Devant une promotion Devant une première promotion qui était formidable. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que ça permettait de créer des liens formidables aussi entre photographes. C'est un travail qui est, comme je disais, qui est trop souvent solitaire. Les photographes sont dispersés. Et je crois que c'est bon pour eux d'allier leurs forces. Et cette première promotion a d'ailleurs créé un collectif après cette formation. Et le collectif qui s'appelle L'Inconnu, ils m'en voudront pas de les citer, je pense. Ils sont toujours très actifs aujourd'hui. Et ils m'ont fait l'honneur de me choisir comme marraine. Mais ce que je peux constater dans les différents groupes que je forme, c'est qu'il y a toujours une très bonne ambiance et que les photographes gardent des liens après les formations. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Et le format, du coup, actuel, il est encore sur ce collectif, mais en quoi il est... Quel est ce format? Alors, grâce à cette expérience au Gobelin, j'ai pris goût aux formations collectives et j'ai commencé à créer mes propres formations collectives pour Well Not John. Aujourd'hui, il y en a 4. Et voilà, en général, ce sont des groupes de 8 photographes. C'est important qu'il y ait un certain nombre de photographes parce que je tiens au côté workshop et ils peuvent beaucoup s'apprendre les uns les autres. C'est pas uniquement ce que je leur transmets, évidemment, mais c'est vraiment chacun... cette idée d'allier les forces et de partager les astuces les uns les autres, qui est très enrichissante. C'est cette idée qui est très enrichissante. Et donc aujourd'hui, le format collectif a pris une place importante. Je garde quand même cet accompagnement individuel parce que c'est plutôt en format individuel que je peux donner des conseils personnalisés et notamment sur la création du portfolio. Ça se fait beaucoup plus facilement en individuel. Donc elles sont au nombre de 4 aujourd'hui. La première qui s'appelle Accélérer sa carrière de photographe, qui vise à donner des conseils très concrets aux photographes sur comment construire un portfolio, comment gérer les questions de droit d'auteur, à quel prix fixer pour un travail de commande, comment rédiger un devis, toutes ces questions très concrètes, mais aussi comment rendre visible son travail, comment démarcher, comment utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui, comment trouver un agent. Parce que souvent c'est une énigme pour les photographes. Beaucoup d'entre eux réalisent que le fait d'avoir un agent, ça peut être un tremplin exceptionnel, mais très peu connaissent les codes du métier et savent comment s'y prendre. Et on peut facilement se griller en fait dans la profession. On peut perdre beaucoup de temps ou même se griller. Et donc l'idée, c'est en 3 jours de pouvoir armer les photographes face à toutes ces situations. C'est en physique?
C'est en physique, toujours. Ouais, je tiens beaucoup à ça. Et c'est aussi grâce au présentiel que les liens peuvent se créer entre les photographes. Mais bon, il n'est pas exclu qu'un jour, il y ait un format à distance aussi. Mais pour l'instant, c'est en physique. Ça, c'est la première formation. La deuxième, elle s'appelle « Développer son travail d'auteur ». Et je la donne avec Marie Valin, qui est agent de photographe et avec qui j'aime beaucoup travailler, qui a cette expérience depuis longtemps d'accompagner les photographes dans le développement de leur travail personnel. Et je trouve qu'elle fait ça très intelligemment. Et travailler avec elle, c'est vraiment enrichissant, enthousiasmant. Et là, il s'agit d'accompagner les photographes pendant 3 mois dans la création d'une série, de les aider à développer leur travail personnel. Donc pendant 2 jours, on va les aider à trouver leur idée de série et à approfondir leur concept et à préparer leur série. Ensuite, on les quitte pendant 3 mois et on les retrouve. Et les 2 derniers jours, on les accompagne dans l'editing, dans le choix d'un titre. On les aide à présenter leur travail aussi et à écrire un texte. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la première formation, mais il y a aussi un gros travail sur les mots. Et je crois que les mots ont une importance fondamentale et que c'est trop souvent négligé par les photographes. Et quand je travaille avec un photographe sur la création d'un portfolio, j'aime d'abord commencer par les mots, l'aider à écrire un texte pour parler de son travail. Et on va partir des influences, de tout ce qui a pu construire son esthétique. Et seulement à partir de ce texte, on va faire l'editing. L'editing, le choix des images est fait à la lumière de ce manifeste. J'aime appeler ça un manifeste parce qu'il y a une notion d'engagement artistique. Et dans cette deuxième formation, les mots ont aussi une importance fondamentale. Ça m'arrive de participer à des jurys de concours et c'est là qu'on se rend compte que les mots ont une place, une immense place. Souvent, on découvre le texte avant de découvrir les images et donc on a un a priori avant même la découverte des images. Ça, c'est la deuxième formation. La troisième qui va avoir lieu à l'automne, qui s'appelle « Valoriser sa série photo ». Ça, c'est pour les photographes qui ont une série photo, mais qui ne savent pas forcément comment l'éditer de la meilleure manière et comment la conceptualiser et comment la présenter de la meilleure manière. Et cette formation, je la donne avec Marie Guillemin, qui est directrice artistique au Festival Circulation et commissaire d'expo. Et j'ai hâte, je pense que ça va être formidable. Et la dernière formation, j'en ai encore jamais parlé, c'est une formation sur le documentaire, la réalisation d'un documentaire photo. Ça s'appelle « Raconter le réel ». Et cette formation, je la donne avec un grand photographe qui s'appelle William Daniels. Et elle va avoir lieu, pareil, fin de l'été, début de l'automne. Et je vais commencer à en parler très bientôt. Et vraiment, c'est sur la création d'une série photo pour raconter, d'apprendre la narration. Et je pense que les conseils de William Daniels seront très enrichissants. Tu parlais de mots, ce nom Well Done John, d'où est-ce qu'il vient ? Alors Well Done John, c'est une phrase qu'on peut sortir parfois à la fin des shoots pour se féliciter. D'accord. On peut dire It's a wrap, on peut dire Well Done John. Et donc ça m'évoquait les shoots photos, mais il y a aussi évidemment cette idée d'encouragement. Et Well Done John, c'est vraiment cette idée de pouvoir donner confiance aux photographes. Ils manquent cruellement de confiance en eux. Le syndrome de l'imposteur est très généralisé dans le milieu de la photo. Parce qu'il n'y a pas d'école photo, il n'y a pas de parcours type. Et donc, c'est difficile pour les photographes de se sentir photographe, de se sentir légitime. Et ces formations, je l'espère, permettent aux photographes de reprendre confiance en eux. En tout cas, c'est ce qu'ils me disent la plupart du temps après. C'est ce qui revient le plus souvent. Du coup, tu nous disais qu'en tant qu'acheteuse d'art, il y avait des choses que tu faisais moins et que les formations prenaient plus de place. Mais quel est l'équilibre entre ces deux activités ? Est-ce que parfois il y a aussi des ponts entre les deux ? Alors, c'est grâce à
on va dire, je mets à profit mon expérience d'acheteuse d'art pour donner des conseils aux photographes. C'est vraiment le fait que je suis de l'autre côté, que j'ai cette expérience de l'autre côté que les photographes viennent chercher. Et évidemment, quand je suis acheteuse d'art, comme j'ai accompagné beaucoup de photographes, j'ai un bon réseau de photographes, et ça m'arrive de faire appel à ces photographes, même si c'est très incertain, et à chaque fois on va aller chercher, quand on est acheteur d'art, on va vraiment aller chercher le talent qui saura le mieux, qui saura pousser l'idée de la créa un cran plus loin, mais on va vraiment chercher un univers très précis. Et contrairement à ce que les photographes s'imaginent, ils ont souvent tendance à vouloir montrer un maximum d'images différentes les unes des autres, en se disant qu'ils vont mettre toutes les chances de leur côté pour travailler, pour qu'on fasse appel à eux pour le travail de commande. Et en fait, quand on est acheteur d'art, on va à chaque fois chercher un univers très précis. Donc, au contraire, moi, je leur conseille d'assumer une écriture photographique, de pas chercher à montrer qu'ils savent tout faire, ou alors ils risquent de tomber un peu dans la catégorie des photographes couteaux suisses auxquels on peut faire appel pour des petits jobs et plutôt des jeunes photographes. Et c'est bien un temps, c'est bien d'expérimenter pendant un temps. Il y a cette phase d'expérimentation, elle est indispensable. Mais au bout d'un certain temps, je crois que c'est indispensable d'assumer une écriture, de trouver sa signature photographique. Et quand on pense mais c'est le cas dans la photographie, c'est le cas dans tous les arts. Même quand on pense aux expos du moment, aux artistes qui exposent en ce moment, que ce soit Brancusi, si vous connaissez pas une sculpture de Brancusi, évidemment vous allez reconnaître l'auteur. Si vous connaissez pas une photo de Paolo Roversi, évidemment cet univers très fantomatique et caractéristique. Et donc très vite vous allez retrouver l'auteur aussi, mais même une peinture de Rothko est très facilement reconnaissable. Donc c'est vrai dans tous les arts, et c'est essentiel pour les photographes de comprendre ça. Voilà. Et est-ce que toi aussi, parce que du coup, j'imagine que toi, en tant qu'acheteuse d'art indépendante, tu es aussi en lien avec des agences de communication, ou en tout cas, et est-ce que toi aussi, tu as ton ADN, enfin en tout cas, est-ce que, enfin j'imagine que oui, mais les personnes avec qui tu travailles, tes clients, tu es aussi identifié toi avec ton style, enfin en tout cas avec ton ADN, ou alors au contraire tu es plutôt sur un côté plus couteau suisse, comme ce que tu disais. Voilà, est-ce que toi aussi, dans ta façon de travailler, dans ta créativité d'acheteuse d'art, tu te positionnes plutôt sur un style de photographie, ou plutôt un côté un peu plus couteau suisse qui peut s'adapter à des projets différents? Alors complètement couteau suisse. Je ne suis pas artiste, mais du fait que je viens d'agences très agiles et très et vraiment pas du tout spécialisées, on peut faire appel à moi en achat d'art sur des sujets très variés, et c'est ça qui me plaît aussi. J'ai toujours aimé passer d'une typologie de client à une autre, et voilà, ça me convient très bien comme ça pour l'instant. Non, mais c'est intéressant parce que effectivement, toi, du coup, dans ta veille quotidienne, c'est d'être au courant, comme ce que tu disais, des meilleurs, ou en tout cas de ceux qui vont être le plus adaptés pour les projets, mais de toi de décloisonner aussi dans ton esprit et dans ta culture, voilà, tous les types pour pouvoir répondre au mieux, j'imagine, à un brief client. Et ce qui est pas simple, parce que j'ai tout type de photographes qui viennent me voir, et c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que l'achat d'art m'intéresse dans tous les domaines, parce que à la fois je peux avoir à la fois des photographes jeunes qui veulent éviter de perdre beaucoup de temps et qui préfèrent se former dès le début pour essayer de comprendre comment fonctionne le monde de la photo, et puis et dans tous les domaines, mais aussi des photographes d'un certain âge qui travaillent beaucoup, qui travaillent tellement qu'ils ont négligé leur travail personnel parfois depuis des années, et qui commencent à perdre goût à leur activité, et qui ont envie de renouer avec quelque chose de beaucoup plus artistique.
Mais ça peut être aussi des photographes en fin de carrière qui ne comprennent plus comment ça fonctionne aujourd'hui. Le monde a tellement évolué. Moi, j'ai commencé dans ce métier en 2009. Et en 15 ans, les choses ont considérablement évolué. Mais dis-moi si je me trompe, mais du coup, j'ai l'impression que le profil en achat d'art, il peut être assez différent que le profil, par exemple, d'agents, de galeristes, d'éditeurs qui sont des personnes qui créent eux-mêmes des écosystèmes avec leur identité, alors que une des forces aussi de l'achat d'art, ou enfin en tout cas dans ses caractéristiques, c'est au contraire de garder cette en tout cas cette c'est très variable parce qu'il peut y avoir des acheteurs d'art spécialisés. D'accord, ok. Et il peut y avoir des agents spécialisés, mais il y a beaucoup d'agents aussi qui représentent des photographes qui sont spécialisés dans des univers très différents. Mais on retrouve en général un œil, une ligne éditoriale. J'imagine qu'on peut retrouver aussi un œil derrière les choix des acheteurs d'art, même si ce sont des choix qui se font avec les directeurs artistiques aussi. L'acheteur d'art propose des photographes aux directeurs artistiques, donc c'est vraiment un travail qui se fait à deux. Et quelles sont les évolutions que tu as pu voir dans ce métier d'achat d'art depuis 2009 considérable. Moi, je suis arrivée pile au moment juste après la crise de 2008, qui a eu un impact considérable sur le monde de la photo, mais sur le monde en général d'ailleurs. Et juste après la transition de l'argentique au numérique, qui a considérablement transformé le monde de la photo. Et les banques d'images ont eu un grand poids ces dernières années. Et les budgets sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Le temps s'est accéléré aujourd'hui aussi. J'avais en 2009 à peu près une semaine pour chercher un photographe. Aujourd'hui, si j'ai une demi-journée, c'est confortable. Enfin, c'est pas confortable, mais c'est le maximum. Et les délais de shoot aussi se sont considérablement rétrécis. Il y a eu et puis les réseaux sociaux évidemment ont un poids considérable. Et puis ces dernières années, plutôt cette dernière année, l'IA prend une place considérable. Je pense qu'il y a beaucoup de briefs qui n'arrivent plus jusqu'à l'achat d'art et donc plus jusqu'au photographe sans même qu'on en ait forcément conscience. Mais oui, les choses ont considérablement évolué. Et pourquoi les briefs ne vont plus jusqu'à l'achat d'art ? Parce que ça peut être fait directement grâce à l'IA, directement en agence. Ouais. Par l'agence, du coup, par la partie que tu nous présentais, la partie commerciale. C'est-à-dire que ce seraient ces personnes-là qui... Non, c'est plutôt soit des créatifs qui sont de plus en plus formés en agence à l'IA, soit ça peut être des digital artistes qui sont embauchés directement dans les agences ou même chez l'annonceur. Et donc, oui, je pense qu'il y a de plus en plus de briefs qui n'arrivent plus jusqu'à nous. Et par rapport au budget, tu nous disais que les budgets avaient aussi baissé. Je pense qu'il y a plein de raisons. Moi, j'ai aussi un petit peu des pistes, mais selon toi, quelles sont les raisons pour lesquelles ça a aussi changé de ce côté-là ? Ouais, ça a été beaucoup les banques d'images qui ont été tout à coup une option pour les annonceurs et qui, évidemment, c'était beaucoup moins cher de faire appel aux banques d'images que d'organiser une prise de vue, un shoot. Donc ça a été beaucoup ça, et le droit d'auteur a été mis à mal aussi par Internet et par tout le digital, et les annonceurs, et c'est une observation qu'on observe depuis des années, c'est de plus en plus compliqué de faire accepter la notion de droit d'auteur, mais je crois que c'est fondamental pour les photographes de continuer à vendre des droits d'auteur. Et les photographes ont leur responsabilité aussi. Ils ont parfois trop souvent cédé à ces demandes, alors qu'on le sait, en France, ce n'est pas légal d'utiliser des images sans payer des droits d'auteur. Donc c'était beaucoup ça. Je crois que c'est essentiel pour nous, les acteurs du monde de la photo, de se battre sur ces questions de droits d'auteur. Et un photographe qui envoie un devis non accompagné d'une note d'auteur, ça donne pas une image très professionnelle, et
Et quand je reprends ma casquette d'acheteuse d'art, ça ne me rassure pas de recevoir un devis qui n'inclut pas de droit d'auteur. C'est principalement ça. Et quels sont les défis tu nous as parlé de l'intelligence artificielle, mais et du coup de certains briefs qui n'arriveraient plus jusqu'aux acheteuses d'art. Comment est-ce que les acheteurs d'art peuvent se réinventer ou en tout cas évoluer dans cette période effectivement qui est pas si simple pour les créatifs en général, ou en tout cas qui est une période de réinvention, je pense, sur certains domaines. C'est une période de réinvention, c'est évidemment l'IA, je pense, va avoir un impact considérable. Je pense pas qu'il faille céder à la panique pour autant, parce que quand la 3D est arrivée, on a pensé que c'était la disparition de la photo, et notamment de la photo de nature morte. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que finalement le client est à nouveau à la recherche d'aspérité. Donc, les images trop lisses, finalement, ça ne convient plus. En tout cas, ça n'a pas du tout tué la photo, loin de là. Quand la musique électronique est apparue, on a pensé que c'était la fin de la musique instrumentale et on se rend compte qu'évidemment, il n'en est rien. Je crois pas qu'il faille minimiser, mais il faut pas non plus céder à la panique. Et je crois qu'il faut prendre l'IA comme une technique. C'est pas une démarche artistique aboutie. Et ce qu'on recherche chez les photographes, c'est pas uniquement une technique, c'est pas uniquement la facilité, c'est un univers artistique. Et il me semble que face à ça, la meilleure stratégie consiste à toujours développer son univers et aller toujours plus loin dans la créativité. Et le fait d'arriver à proposer une démarche artistique construite, c'est quelque chose d'essentiel pour les photographes, encore plus aujourd'hui. Oui, du coup, ça me fait penser à une de mes questions, c'est qu'est-ce qu'il faut faire quand on est photographe pour réussir ? Alors, il n'y a pas forcément de recette magique, mais quand on regarde tous les photographes qui ont réussi à se faire un nom dans le domaine de la photographie, ils ont quand même beaucoup de points communs. En général, ce sont des photographes qui ont toujours développé leur travail personnel, leur travail artistique, même si à côté, ils peuvent avoir un travail de commande très développé, mais les deux vont vraiment se nourrir. Et ce qu'on va chercher le plus chez les photographes, c'est finalement plus par le travail personnel qu'un photographe va réussir à se faire connaître. Et même pour le travail de commande, c'est la plupart du temps ce qu'on va regarder en premier. En tout cas, développer son travail personnel, c'est vraiment l'assurance qu'on viendra vous chercher pour les travaux les plus créatifs. Et pas uniquement pour les travaux commerciaux. Les travaux créatifs sont d'ailleurs en général les mieux payés dans le monde de la photographie. Donc les photographes ont vraiment tout intérêt à continuer à développer ça. Les deux viennent se nourrir en fait. Le travail personnel nourrit le travail de commande. Et en retour, évidemment aussi, le travail de commande nourrit le travail personnel et donne plus de liberté pour le travail personnel. Et puis donc ça c'est une caractéristique. Ce sont en général des photographes qui ont une véritable détermination, qui sont capables de d'oser démarcher, d'oser montrer leur travail, d'oser s'embarquer dans une série, d'oser affirmer une écriture très originale. Donc vraiment la détermination, mais aussi ils ont aussi ce côté très entrepreneur, très structuré. Les photographes sont aussi des entrepreneurs et je crois qu'il faut gérer son activité à la manière d'un entrepreneur aussi. Le travail artistique, c'est essentiel, mais cette dimension-là, elle est essentielle aussi. Et donc, ça veut dire professionnaliser le démarchage, ça veut dire gérer aussi toute la partie droit d'auteur de façon très professionnelle. Ça veut dire
Ça veut dire soigner ses vitrines, avoir un portfolio. Moi, je crois beaucoup au papier encore. Avoir un portfolio à jour, évidemment utiliser les réseaux sociaux. Je crois que c'est compliqué aujourd'hui d'exister dans le monde de la photo quand on n'a pas Instagram, par exemple. Mais le gérer de façon très professionnelle, je crois que c'est essentiel aujourd'hui. Voilà quelques-unes des qualités qui me semblent indispensables. En tout cas, pour réussir dans le monde de la photo, ça ne suffit pas, évidemment. Mais vous mettez toutes les chances de votre côté si déjà vous avez tout ça. Par rapport à ce que tu dis sur développer son travail personnel, est-ce que tu aurais... je sais pas, est-ce que pour toi c'est important d'avoir une galerie ou alors de se dédier une partie de l'année, ou alors de se dire, je sais pas, c'est 2 jours par semaine, ou est-ce qu'il y aurait des choses que tu as pu voir chez des photographes qui peuvent fonctionner? Alors, je pense qu'évidemment chaque photographe fonctionne différemment, mais pour essayer de trouver, comme ce que tu dis, cet équilibre qui, je pense, est chez les photographes un vrai sujet, mais qu'il est aussi souvent chez les créatifs ou chez plein de métiers où les éditeurs, même les acheteurs d'art, il y a ce côté de trouver cet équilibre. Est-ce qu'il y aurait, je sais pas, des choses que tu aurais pu voir de façon assez agenda, ou je sais pas, Alors oui, je pense qu'il faut être très... la gestion de l'agenda, c'est un vrai sujet, parce qu'on peut facilement se laisser phagocyter comme ça par le quotidien. Dans mon ancienne agence, à La Chose, quelque chose qui m'avait frappée, c'est que les créatifs eux-mêmes se laissaient happer par le flot des mails, par les demandes des commerciaux ou de la production. Et puis petit à petit, la direction s'est rendu compte que ça faisait quelque temps que l'agence n'avait pas à gagner de prix. Et ils ont pris cette décision très intelligente de préserver une journée pour les créatifs. Le vendredi, on n'avait pas le droit d'aller les déranger. Et c'était vraiment une journée dédiée à la création. Ça semble pas énorme, une journée pour des créatifs, mais en fait, c'était tout ce qu'ils avaient réussi à grappiller. Et au bout de quelques mois, ils ont réussi à gagner un grand prix à Cannes avec la campagne Sécurité routière, qui était une très belle campagne avec Bruno Aveillant. Et donc, ça a marché. Et c'est un conseil que je donne souvent aux photographes, d'essayer de préserver au moins une journée dans la semaine pour la créativité. Mais pas uniquement d'ailleurs pour créer ou pour faire des images, mais aussi pour nourrir sa créativité. Et d'ailleurs, c'est un autre conseil que je donne. Je crois que les photographes qui réussissent ont tous en commun de nourrir leur imaginaire régulièrement avec d'autres arts. Je crois que l'art ne naît pas de rien. L'art naît de l'art la plupart du temps. Et donc, il faut tout le temps nourrir sa créativité, mais c'est le cas pour les photographes, c'est le cas pour moi aussi, qui donne des conseils aux photographes. Et je sais plus où voilà, donc en tout cas, avoir toujours un projet personnel en cours, avoir toujours une série personnelle. Je sais que le format série ne convient pas forcément à tous les photographes, mais c'est quand même le meilleur moyen de trouver une galerie, justement, d'exposer son travail, de le faire paraître dans la presse, et puis de gagner des concours aussi. Donc je crois que c'est important d'avoir toujours un projet de série en cours. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait de sanctuariser, ou en tout cas de bloquer du temps pour des choses qu'en fait, si on est dans le quotidien, on se dit qu'on va le faire plus tard, et puis alors qu'en fait ça peut être l'essentiel de notre métier, ou en tout cas ça peut être quelque chose qui nous ressource, et que parfois on peut aussi zapper parce qu'il y a des choses qu'on pense plus urgentes et qui en fait sur le long terme on peut se dire que c'est assez dommage, quoi. Et en parlant de passion et de ressourcement, est-ce que tu as des passions en dehors de la photographie? Beaucoup de passions, trop et pas assez de temps. La musique peut-être? La musique, même si j'aimerais qu'elle ait une place plus importante aujourd'hui dans ma vie, mais voilà, peut-être bientôt. Tu joues encore de la musique? Oui. Clarinette? Ouais. La littérature, toujours, beaucoup. Le cinéma. Quel type de littérature ou de cinéma? Alors, je lis beaucoup les classiques. Pas uniquement. Mais je ne suis jamais déçue avec les grands classiques. Donc,
je continue à lire des grands classiques. Mais voilà, évidemment, un peu de littérature contemporaine aussi. Et voilà, mais donc j'ai beaucoup de passion. Mais j'ai une passion particulière aussi pour le yoga, une pratique quotidienne du yoga. Et j'avais d'ailleurs passé il y a quelques années même mon diplôme pour enseigner le yoga. Alors, c'est pas possible trop de choses aujourd'hui dans ma vie, mais peut-être un jour, peut-être que je pourrais nourrir ça un jour. Je pense que c'est pas possible de tout nourrir en même temps. Non, tout mais un stage photo yoga. Peut-être, c'est pas exclu. Non, mais en tout cas, parce que yoga, c'est très méditatif, donc il y a aussi une partie qui peut. Je pense que les deux sont très liés. Qui peut vraiment se nourrir. Les deux sont très liés. Mais voilà, mais bon, malheureusement, j'ai toujours le sentiment que les choses prennent beaucoup de temps et que j'ai pas le temps de tout faire. Et j'ai aussi, évidemment, une passion pour mes 3 enfants. Mais oui, mais en tout cas, c'est bien si tu arrives à garder du temps pour le yoga dans ton quotidien. Je pense qu'effectivement, c'est pas si simple quand on a une famille nombreuse, plusieurs activités, un agenda qui, je pense, doit aussi beaucoup bouger parce que c'est beaucoup des projets liés à des agendas liés à d'autres personnes ou en tout cas une actualité. Donc, c'est le yoga qui permet tout ça, justement. Sans le yoga, ce serait impossible. Et est-ce que tu aurais des conseils pour des futurs acheteurs d'art? Tu nous as parlé un peu des défis et des évolutions, mais est-ce que tu aurais des conseils et cette question, je pense qu'on pourrait aussi parler des joies de ton métier, en tout cas, des conseils et puis toi, ce qui te plaît dans ton activité. Alors, des conseils pour les acheteurs d'art, on en a parlé, effectivement, je trouve que le métier a beaucoup évolué ces derniers temps. Je crois qu'il y a globalement, malheureusement, quand même, depuis pas mal d'années, un appauvrissement de la qualité des images publicitaires qui est lié au fait qu'il y a moins de budget consacré à la communication. Différentes crises sont passées par là. Et quand il y a moins de budget, je crois que le marketing prend plus de pouvoir et en tout cas les clients prennent moins de risques. Et je crois que le rôle de l'acheteuse d'art, c'est de réussir à convaincre un client de se projeter avec un photographe qui n'a pas forcément la maquette dans son book. Mais c'est ça qui est passionnant avec ce métier, c'est vraiment d'arriver à trouver des ponts entre les artistes et les marques et d'arriver à se projeter avec l'univers d'un artiste. En tout cas, moi, c'est vraiment toujours ce qui m'a passionnée dans ce métier. Et ça, c'est une chose. Et puis, je crois qu'à force de presser les photographes dans des délais de plus en plus restreints, des budgets de plus en plus difficiles, et puis de demander toujours plus d'images aux photographes par jour de shoot, je crois que ça aussi, ça a contribué à l'appauvrissement général. Et de toujours se battre pour être les avocats des artistes dans l'agence. Et c'est vraiment au bénéfice de tout le monde, parce qu'au final, si le photographe est bien traité, si on lui permet de travailler correctement, les images seront toujours plus qualitatives. Et au final, le client se rendra compte que c'était plus stratégique, je crois. Donc du coup... C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, et j'en ai fait l'expérience moi-même en agence avec des demandes de plus en plus absurdes et des points sur les marges en agence de plus en plus fréquents. Donc tes conseils, ce serait plutôt d'être pédagogique, ou en tout cas d'avoir cette passion. Toujours faire de la pédagogie et d'exercer son métier avec passion, de pas c'est vraiment pas toujours évident, mais de pas négliger le photographe au passage. Du coup, on a beaucoup parlé des défis, mais les joies aussi de ton activité. Les joies, donc ça fait partie dans le métier d'achat d'art, la joie quand on a réussi à convaincre un client de partir avec un photographe qui n'a rien à voir avec le domaine dans lequel il est, ou qui va beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus créatif que ce qui est recherché au départ, et qu'on sent que ça a eu un impact sur la campagne en général. Et puis les joies avec Weldon John dans l'accompagnement des photographes,
de voir des photographes qui qui arrivent chez Walden John complètement dépités et qui me disent c'est la dernière chose que je tente avant d'abandonner mon activité, et qui, comme j'ai pu le constater à plusieurs reprises, gagnent des prix prestigieux parfois, qui exposent à Arles ou qui remportent des grosses campagnes quelques temps plus tard. C'est de voir qu'ils ont pu reprendre confiance en eux. C'est une des plus grandes joies de mon métier. C'est très gratifiant de voir l'évolution des photographes. En tout cas, j'ai la chance d'avoir un métier de passion. Pas toujours facile, parce que toute activité a ses joies, ses difficultés. Mais c'est un métier qui me réserve de grandes joies, globalement. Merci Laure, parce que du coup, tu nous as parlé des joies et des défis. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter ? Oui, j'ai oublié, quand je parlais des difficultés, une des difficultés de mon métier, c'est de rendre des comptes en permanence à l'État, parce que c'était quelque chose auquel je tenais quand j'ai créé ces formations, c'était qu'elles puissent être accessibles pour les photographes. Aujourd'hui, c'est le cas avec l'obtention de Calliope, qui est le label dans les formations depuis plus de 2 ans maintenant. Et donc ces formations sont prises en charge la plupart du temps pour les photographes. C'est formidable, mais c'était un des objectifs aussi. Parce que je sais que les photographes... l'idée, c'était pas que les photographes se ruinent pour venir me voir. Mais la contrepartie, c'est évidemment d'avoir à rendre des comptes. Et c'est tout à fait normal. L'État dépense beaucoup d'argent dans la formation. Mais de devoir passer des audits tous les 18 mois et même d'avoir passé 2 ans à passer ce label... c'est fastidieux parfois, il y a beaucoup d'administratifs, mais ça fait partie c'est tout à fait normal que ça fasse partie des exigences en tout cas. Mais effectivement, c'est vrai que peut-être on se rend jamais compte quand on peut avoir un label où on se rend pas compte du travail que ça peut demander administratif. Donc bravo en tout cas. Merci. Merci pour cet entretien, pour cet échange. Je pense que c'était très intéressant que tu nous parles des défis. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien creuser, parce que souvent, chaque personne a un peu sa vision de l'écosystème et son histoire. Mais nous a parlé aussi, de nous avoir aussi parlé des joies, pour peut-être inspirer aussi des acheteurs, futurs acheteurs d'art, ou des photographes qui souhaitent aussi travailler avec des acheteurs d'art ou des professionnels. Donc, merci pour cet échange. Merci à toi, Marine, et bravo pour cet espace d'échange que tu as réussi à créer. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. En note de cet épisode, vous pouvez retrouver un lien d'inscription pour recevoir la newsletter des Voix de la Photo. Tous les 15 jours, vous recevrez le résumé du dernier épisode, des contenus exclusifs, mes recommandations de lecture, d'exposition ou de conférences, et même parfois des cadeaux. Aussi, pour m'aider à faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!